Madame, Monsieur, bonsoir. Le 19h45 d'ITV, c'est l'heure des principales informations qu'on vous y délivre proprement et sans fioriture. Voici donc la colonne vertébrale de ce journal. L'aube, cela peut être la fin de la nuit ou le début du jour. En tous les cas, l'horizon semble se dégager pour tous les policiers qui avaient été brutalement radiés en 1987 pour fait de manifestation. Ils vont avoir réparation 3 décennies plus tard. Entre-temps, des familles ont été démembrées et beaucoup sont morts. La brioche dorée est secouée par une crise interne. Les travailleurs s'en prennent à la direction générale, accusés d'avoir diverti des sommes d'argent prévues pour les cotisations sociales. Un autre camp de travailleurs au sein de l'entreprise évoque des allégations cousues de fil blanc tendant à discréditer et même à dénaturer la saveur de la fameuse brioche. Une marche de protestation est en vue demain dans les artères de la capitale à l'initiative du mouvement Nyolank qui va dire non à l'emprisonnement de Guy Marius Sagna, Babacar Diop et tous ceux qui avaient bravé l'interdiction du préfet pour marcher contre l'électricité chère. Le carnage d'Inates au Niger hier a été revendiqué par l'État islamique. L'attaque terroriste d'un camp militaire a fait 71 morts, une tragédie totale au Niger en ce moment. Et de cause à effet, la rencontre de clarification qui devait réunir les chefs d'État du G5 Sahel et le président de France a été renvoyée à plus tard. Le développement de tous ces titres dans un petit instant. C'était donc en 1987, sous le magistère du président Abdou Diouf, un millier de fonctionnaires de police avaient été radiés pour avoir osé manifester, pour protester contre la condamnation de certains de leurs collègues qui avaient été jadis accusés de faits de torture. Mais au plus sombre de la nuit, l'aube peut être aussi à portée de main. 32 ans après, il devrait avoir réparation sur le plan financier, mais moralement, les préjudices sont toujours incommensurables. Voici le sujet de Ibrahima Kamara ainsi que Barasso. Tout est parti de l'arrestation d'un receleur par la police nationale. Ce dernier, ayant perdu la vie en cellule, a provoqué une indignation générale. Le jugement des agents impliqués dans la garde à vue du receleur décédé en cellule sera la goutte de trop. La solidarité de corps envahit dès lors la police. S'en est suivi une grogne. Le président Abdou Diouf sort la mesure pour sabrer toute la police nationale. Vraiment, ça a été dur, hein. Ça a été dur. Parce que parmi nous, il y a des malades mentaux. Et si je pense aux collègues décédés qui ont laissé ici leurs veuves, et surtout il y a l'escolarité de nos enfants, les divorces, vraiment, ça me fait tellement mal au cœur. Ça me fait très mal au cœur. 32 ans après, la bonne nouvelle arrive auprès des policiers sans tenue. Une nouvelle que Pape Djité salue malgré tout. Je ne peux que remercier le président de la République, vu le fait de régler notre problème par maniabilité et humanitaire et social, le fait de penser aux policiers. Parce que l'événement qui s'est passé, ce n'est pas sous sa magistère, mais quand même, vu sa maniabilité, il a pu régler le problème des policiers radiés. Plus de 3 décennies pour être indemnisés. La reconversion et les impacts sociaux ont été douloureux. Mais les policiers radiés sont restés dignes dans l'épreuve, poursuit Pape Djité. Bon, la retraite, vraiment, quoi qu'on dise, tout à l'heure, je vous dis,
Moi, je peux dire que nous ne sommes pas des retraités, mais des maltraités. Des maltraités. Parce que ce que je peux vous dire là, avec nos pensions, mes pensions là, pour joindre les deux bouts, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Hein? Une pension de combien? Non, non, ça dépend. Là, là, je ne peux pas, comme par exemple, me prononcer là, mais sur ce truc-là, mais des pensions dérisoires, misérables, oui. À la retraite, après avoir intégré la police municipale et mis à la disposition de la police centrale sans carte professionnelle, le policier radié a une pensée pieuse à ses collègues qui ne sont plus de ce monde. Et sans les forces de police, personne n'est en sécurité et il y a à avoir peur maintenant dans nos villes. Selon immédiat.sn, un braquage a été perpétré à Mbacké à 1 heure de crime, c'est-à-dire 3 heures du matin. Une quinzaine d'hommes armés jusqu'aux dents ont attaqué une station d'essence et se sont barrés avec un butin de 3 millions CFA. Le grand banditisme, on le voit, se développe et inquiète les Sénégalais. Les employés de la brioche dorée mangent en ce moment leur pain noir. Ils sont remontés contre la direction générale accusée de malversation. Les travailleurs de cette brioche dorée ont jugé qu'ils sont traités, qu'ils sont maltraités au sein de cette entreprise et de façon donc catastrophique. Ils sont traités de façon catastrophique. Voici le sujet de Boubacar Dieng Gorgui Diaw qui nous raconte donc la colère de ses agents. C'est en face de leur lieu de travail que les employés de la brioche dorée ont tenu leur manifestation. Une manifestation due à plusieurs mots, parmi lesquels la signature des contrats. Ansoumana Mané, secrétaire général du syndicat des travailleurs des boulangeries, pâtisseries et restaurants du Sénégal. Plus de 3000 travailleurs. La direction nous fait signer des contrats à plusieurs reprises. Des types de contrats plusieurs fois. Des types de contrats qui n'arrangent pas les travailleurs. Ils font signer des contrats d'apprentis à des pères de famille. En plus, ils nous versent des salaires misérables. Excepté les problèmes de contrat, les travailleurs dénoncent une disparité dans le traitement du personnel. Amara Keita, chargé des revendications. Vous exercez une même fonction qu'un autre. Et vous êtes le premier à être recruté, mais le dernier venu a le double de ton salaire parce qu'il est maghrébin. Les Maghrébins sont logés, véhiculés et nous vivons dans la misère. Les employés de la brioche dorée accusent leur directeur général de détournement de fonds d'une valeur de 130 millions de francs CFA par an, une somme que leur directeur devrait verser à la caisse de sécurité sociale, selon ces travailleurs. IPM aussi, moi le comble. L'inspection de prévoyance maladie, c'est le comble. Notre directeur général et les travailleurs doivent respectivement cotiser 3 600 francs CFA. Nous sommes plus de 3 000 travailleurs, mais notre directeur n'a déclaré que 600 à l'IPRES. Annuellement, il détourne 130 millions qui devraient revenir aux travailleurs. Beaucoup calculé, ça fait un détournement de 130 millions par an. Le syndicat des travailleurs de la brioche dorée menace de passer à la vitesse supérieure si aucune démarche n'est entreprise par leur directeur général. Par ailleurs, ils appellent l'inspection du travail à venir s'enquérir de leurs conditions de travail. À l'opposé, le collectif des délégués du personnel de la brioche dorée qui s'est visiblement rangé derrière la direction générale rejette en bloc les accusations visant la gestion de la dite société circulée. Il n'y a rien à voir, ont-ils rectifié, car il n'y a aucune dilapidation et les cotisations sociales sont parfaitement assurées. Le collectif s'érige donc en bouclier de l'establishment là-bas à la brioche dorée. Voici le sujet de Babacar Dieng. Hier, il y a une partie du syndicat qui a été majoritaire lors des élections passées, qui a convoqué la presse par rapport à leur assemblée générale. Mais il s'est trouvé que lors de leur assemblée générale, ils ont raconté des contre-vérités. Ils ont raconté que la maison n'a pas
d'IPRES. Par exemple, les cotisations IPRES ne sont pas versées. La direction nous a montré un chèque concernant les cadres et les employés lambda de 115 millions qu'il a versé pour l'année 2018. Donc je crois qu'une société qui ne verse pas l'IPRES n'a pas à faire un chèque à l'IPRES. Et là, je crois que l'IPRES est à l'écoute. Ils n'ont qu'à envoyer les experts, ils n'ont qu'à envoyer le responsable au niveau de la direction vérifier. Et là, l'opinion sera édifiée. Donc c'est bien beau de faire une assemblée générale, mais disons la vérité au peuple sénégalais et disons la vérité aux employés. Concernant le contrat, je vous assure que chacun parmi eux qui parle a un contrat en bonne et due forme. Et là, aujourd'hui, si la brioche dorée n'a pas de contrat en bonne et due forme, on n'a qu'à interpeller l'inspection du travail qui valide les contrats. Chacun d'entre eux possède un crédit à la banque qui a été validé par le service juridique d'une banque. Aujourd'hui, un contrat qui n'est pas en bonne et due forme, comment peux-tu bénéficier d'un crédit à plusieurs millions? Donc là, il y a à se poser la question. Ailleurs, ça rue également dans les brancards. Le collectif Nyolank va exprimer sa colère demain vendredi et de manière pacifique pour dire non à l'incarcération de Guy Marius Sagna et de ses compagnons de lutte. Les amis du professeur Babacar Diop également s'offusquent du vent liberticide qui soufflerait dans le pays. On écoute un des interprètes du mouvement qui s'est exprimé au micro de Cheikh Diop. Affirmons sans embâche notre soutien total et indéfectible à M. Babacar Diop, à Guy Marius Sagna et autres. Par la même occasion, nous interpellons les autorités sur leurs obligations à préserver l'intégrité physique et morale des honorables citoyens injustement arrêtés depuis le 29 novembre 2019. Dr Babacar Diop est en prison, debout et en bonne santé. Il doit y sortir debout et en bonne santé, tout comme les autres concitoyens arrêtés pour la même cause. Pour finir, nous nous joignons à toutes les initiatives prises pour combattre les hausses de tarifs de l'électricité et pour dénoncer toute velléité de confiscation des libertés. Ainsi, nous appelons les Sénégalais et Sénégalaises de tous bords à se mobiliser ce 13 décembre à partir de 15 h à la place de la Nation, monument de l'Obélisque, pour dire non à la hausse des tarifs de l'électricité. Et en même temps, exiger la libération sans délai de notre ami, camarade et compagnon de lutte, Dr Babacar Diop, Guy Marius Sagna et autres concitoyens pris en otage par ce régime. Et dans la sphère de nos institutions, la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales a promis une gouvernance plus active et plus tellurique. Aminata Mbengue Ndiaye a peut-être commencé à imprimer sa touche sur l'institution qui vient de recevoir à l'une salle pour l'auditionner sur sa gestion en sa qualité de président de l'Association des maires du Sénégal. Les conseillers veulent tout à fait parfaitement la réussite des politiques publiques en matière de gestion de déchets et de bidonvilles. On va suivre le sujet de Alune Gueye et Moussa Fall. L'on aurait dit une audition devant la barre, mais nous sommes bien au HCCT. Aliou Sall était l'attraction du jour. Le Haut Conseil des collectivités territoriales veut apporter sa pierre à l'édifice pour un développement des territoires. Nous, ce que nous voulons, c'est de sensibiliser la population, c'est de sensibiliser les autorités au niveau municipal, mais également sensibiliser les organisations non gouvernementales et toutes les parties prenantes pour qu'ils sachent que même si le président a une idée, lui-même, il ne peut pas aller développer l'idée au niveau de la base. Celui qui doit nettoyer la ville, c'est les habitants de la ville. C'est dans les maisons que ça commence, ça vient au niveau maintenant des marchés, ça vient à tous les niveaux de la ville. Nous avons des acteurs qui doivent intervenir dans cette opération ou dans ce plan de développement que nous voulons à long terme. Le président de l'Association des maires du Sénégal tient beaucoup, selon lui, à la décentralisation et au développement des collectivités territoriales. Si vous prenez le domaine de l'éducation, nous voyons bien que le budget de l'éducation est géré par le ministère de l'Éducation, dans ses aspects investissement comme dans ses aspects fonctionnement. C'est-à-dire que la
le budget qui fait fonctionner, par exemple, les lycées. Il n'est pas détenu et il n'est pas ordonné par les mairies, il est ordonné par le ministère de l'Éducation nationale. C'est valable au niveau de la santé. Les budgets qui font fonctionner les centres de santé, les hôpitaux et autres proviennent du ministère de la Santé. Ils ne sont pas décentralisés vers les collectivités territoriales. Donc, dans la loi, il y a décentralisation, mais dans les faits, et notamment en ce qui concerne la répartition des ressources, il n'y a pas de décentralisation. Ça, c'est un fait que de le constater et nous souhaitons qu'il y ait des évolutions significatives dans ce domaine. Les auditions vont se poursuivre dans d'autres secteurs. Nous allons tout à l'heure également inviter le responsable en charge du syndicat des travailleurs donc au niveau de ces communes et qui s'occupe du ramassage des ordures. Nous avons invité également, comme c'est dans le cadre du PSE vert, M. Ali Haïdar, de même que le ministre en charge de l'environnement, qui vont également venir nous parler des programmes qu'ils ont dans ce cadre-là. La décentralisation des collectivités territoriales est une priorité pour le Haut Conseil. Les membres de cette institution vont recevoir d'autres responsables dans le cadre de leur mission. Et Maître Madi Kenya aura donc été un homme politique éphémère qui a pourtant beaucoup déridé la dernière campagne à l'élection présidentielle, mais mal lui en avait pris. Il était arrivé dernier. Aujourd'hui, Madi Kenya a décidé de quitter le panier de crabes politiques sur instruction du khalife général des Mourides. La sauvegarde des données de l'état civil inquiète les acteurs du secteur. Depuis de longues années, aucune solution concrète n'est mise en œuvre. La piste de la digitalisation semble pourtant la plus optimale et dans ce cadre, une stratégie nationale sera adoptée dans les semaines qui viennent. Un comité de pilotage a d'ailleurs été mis sur pied pour consolider le fichier d'information de l'état civil. On voit tout de suite le sujet de Mamadou Bipa Sissoko et Cheikhou Gueye. Se faire délivrer un document à l'état civil, un casse-tête pour bon nombre de Sénégalais. Afin d'y apporter une solution pérenne, l'informatisation du fichier s'impose. Mais depuis plusieurs années, quelques blocages subsistent. Déjà, il y a quand même des pas qui ont été faits, puisque nous avons reçu, il y a plus d'une année, la visite et l'accompagnement vraiment de la direction de l'état civil à travers la mise en place d'un dispositif autour du logiciel ERA. Nous avons pu numériser tous les actes de 1927 à 2016. Il y a quand même un problème puisque nous n'avons pas la possibilité d'utiliser justement les actes numérisés, je veux dire les archives numérisées donc de 2016 à 1927. Or, la plus grande partie de la demande se situe donc à ce niveau-là. Ce projet devrait être concrétisé très prochainement avec l'appui de l'Union européenne. Mais de manière globale, il faut dire que d'abord, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Il y a que depuis le FUNIAP, depuis le projet CN89 PO4, le Sénégal essaie d'informatiser. Mais il ne faut pas numériser les erreurs aussi. Et le gros problème, c'est quand on fait le diagnostic de l'état civil, il y a tellement d'errements et de difficultés de compréhension des acteurs, par les acteurs, de formation des agents. Il y a tellement de préalables à cette informatisation que chaque fois, c'est repoussé au lendemain. Oui, la durée qui m'est donnée, que j'ai exposé tout à l'heure sur la feuille de route, c'est 3 mois maximum. Au grand maximum, 3 mois. Et quand on a entendu les intervenants des uns et des autres, il y a énormément de choses qui déjà existent et qui sont déjà réalisées. Alors ça nous permet de gagner du temps. Donc j'ai bon espoir qu'on pourra livrer plus tôt que prévu. L'informatisation de sa base de données n'est pas le seul problème auquel l'état civil est confronté. D'autres sont en rapport avec les ressources humaines. Alors, il y a le problème de l'interconnexion aussi qui se pose au niveau national. Mais j'ai posé tout à l'heure le problème des ressources humaines, de la formation des ressources humaines. L'autre problème, c'est au niveau des officiers d'état civil. Je pense qu'il faut désormais leur octroyer un salaire ou des indemnités. Alors, parce que le bénévolat ne peut pas marcher
à ce niveau-là, ou en tout cas est un risque, dans la mesure où ces officiers d'état civil ont la signature, bien sûr, qui leur a été déléguée, mais c'est une signature qui peut permettre à quelqu'un, disons, d'avoir la nationalité. Pour régler définitivement ces problèmes, le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Omar Gueye, annonce que la tenue de réunions du genre se fera plus fréquemment. Le monde est donc immense au-delà de nos murs d'habitation. Les actualités internationales dominées ce soir par le massacre de militaires au Niger sont prises en charge par Boubacar Dia. Jour de scrutin en Algérie, après 10 mois de manifestations massives, 24 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour trouver un successeur à Abdelaziz Bouteflika, président démissionnaire. À 15h, la participation était de 20,43%, une participation en baisse par rapport au scrutin de 2014. C'est la discorde au sein du pouvoir en République démocratique du Congo après le limogeage de plusieurs ambassadeurs. L'administration de Tshisekedi a limogé 2 ambassadeurs proches de Joseph Kabila qui étaient aussi affectés à l'Organisation des Nations Unies. Ce limogeage vient à quelques jours du débat sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO. L'ancien vice-président des Affaires étrangères Yves Kizombe dénonce cet acte. Pour lui, la ministre a outrepassé ses attributions et n'a pas compétence pour agir de la sorte. Le Niger sous le choc après l'attaque terroriste contre le poste militaire d'Inat à l'ouest du pays, près de la frontière avec le Mali. Le bilan est lourd, 71 militaires tués, 12 blessés et des disparus. Cette attaque est la plus meurtrière depuis le début de l'offensive djihadiste au Niger il y a 5 ans. Rappelons qu'en juillet dernier, 18 soldats nigériens sont tombés lors d'une attaque sur ce même poste militaire d'Inat. En Éthiopie, 7 étudiants ont été tués et des dizaines blessés dans des heurts à caractère ethnique dans les universités depuis le début du mois de novembre. Ces heurts ont débuté dans la région d'Amara avant de se propager. Un cycle de représailles s'est enclenché et la police locale s'est montrée incapable de protéger les étudiants selon des témoins. Cette inefficacité justifie l'intervention de la police fédérale qui est déployée dans 45 universités par le ministère des Sciences et de l'Éducation supérieure afin de ramener le calme. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. C'est avec ce petit joli mot qu'on se quitte ce soir pour féliciter toute l'équipe technique. Dans un petit instant, c'est la météo suivie des inspirations du professeur et ensuite viendra Kenou Askanui avec Khalifa Diakhaté. Je vous remercie donc de votre parfaite attention et bonsoir.